Salut, c'est Félix et aujourd'hui je voulais faire un petit podcast pour te parler d'une histoire que j'ai lue dans un livre que j'ai trouvé assez extraordinaire. Le bouquin s'appelle Art of Learning de Josh Waitzkin. Donc, le gars c'est un ancien joueur d'échecs. Le mec était très jeune, un très grand champion. Et il est devenu plus tard un mec assez balèze en arts martiaux. Voilà, je sais, j'ai pas trop compris parce que je connais pas les arts martiaux dont il parle, mais c'est devenu une brute aussi en arts martiaux plus tard. Et en fait, il explique dans son bouquin les principes fondamentaux qu'il a appris aux échecs et qu'il a pu finalement réutiliser dans l'apprentissage des arts martiaux. Et c'est assez intéressant pour comprendre la manière dont il faut apprendre si on veut des résultats. Et je vais te parler d'une histoire en particulier dans ce livre, où il raconte ses débuts quand il a commencé à se faire repérer quand il était aux échecs, quand il était jeune. À 6 ans, en fait, il raconte qu'il a été repéré par un gars qui est devenu son mentor. Enfin voilà, je sais pas qui c'était, mais c'était un gars assez bon, son mentor. Et il l'a mis à le faire étudier finalement la fin de partie. C'est-à-dire que l'échiquier, il faut imaginer l'échiquier, je sais pas si tu joues aux échecs, mais bon, je pense que tu connais un petit peu quand même. Tu vois, prendre l'échiquier, d'enlever toutes les pièces et de mettre seulement un roi et un pion contre un roi et 3 pièces. Ça, c'était le début, un échiquier vide, pour vraiment apprendre finalement les principes fondamentaux. Il dit que ça lui a permis finalement d'intégrer. Alors, il parle d'intégrer intuitivement le pouvoir du roi et du pion. Ça, cette étude-là, ça lui a permis ça. Alors, il parle. Alors, j'ai noté quelques trucs. Qu'est-ce qu'il a appris ? Bon, je sais pas ce que c'est, mais il parle que ça. Finalement, ça lui a appris. Alors, il dit le principe de l'opposition, le potentiel caché des espaces vides, le zugzwang, qui veut dire mettre l'adversaire dans une position où chacun des mouvements le tuera. Voilà, donc il parle que finalement une étude comme celle-ci, des principes fondamentaux, l'ont amené à découvrir comment expliquer Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'étude comme ça, épurée, très basique, lui a permis de voir des principes fondamentaux. Ensuite, après avoir étudié, voilà, le roi, le pion, etc., il s'est mis à étudier les fins de partie avec un roi et une tour, voilà, avec un roi et un fou, un roi et un cavalier, tout ça, etc. Il raconte qu'il a étudié des centaines d'heures à faire ces études-là entre 7 et 8 ans. Il faut imaginer un gamin de 7-8 ans qui étudie ça. Je trouve ça assez extraordinaire, mais c'est hyper intéressant. Il dit que en ayant fait ce travail sur la fin de partie, ça lui a permis de développer une intuition. Une intuition, il parle de je sais plus le terme en anglais, mais il parle de vraiment un feeling des subtilités de chaque pièce. Et il raconte que pendant ce temps-là, en fait, tous ses copains de classe d'échecs, ou enfin tous les jeunes, au lieu de faire ce travail-là qui était fondamental, l'étude il parle du late game, donc la fin de partie, eux pendant ce temps-là, ils apprenaient des ouvertures. Donc il parle des ouvertures, donc il faut ouvrir tel truc, et en fait il raconte que donc tous les autres jeunes se mettent à étudier les ouvertures et donc se conditionnent à chercher à gagner le plus rapidement possible, le plus rapidement possible, etc., d'être efficace, voilà. Ils se mettent à apprendre par cœur des trucs comme ça, etc., des ouvertures. Il explique qu'en fait, c'est une très mauvaise façon d'apprendre, que c'est comme avoir l'habitude de voler, il parle de voler la correction de l'examen sur la table du prof, à la place d'apprendre comment fonctionnent les mathématiques.
Au lieu de faire des maths, bah on apprend à shipper les réponses. Il parle des principes fondamentaux versus finalement la technique. Et moi je trouvais ça assez intéressant comme analogie par rapport à l'apprentissage de l'improvisation. Et c'est pour ça que je t'en parle. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'enseignement de l'improvisation ? Moi j'en tire quelques leçons. Finalement, qu'est-ce que c'est la connaissance de l'échiquier et de la fonction de chaque pièce ? Je ressens un peu, enfin, quand il parle de ces subtilités, etc. Moi, pour moi, on peut faire une analogie avec la connaissance du clavier, avec ses tonalités, et finalement la fonction de chaque accord, de chaque pièce et chaque accord. Et c'est vrai que quand on apprend l'improvisation, on peut être tenté de faire l'économie de vraiment connaître le clavier, donc ses tonalités. Ça veut dire d'être autant à l'aise en fa dièse majeur qu'en do majeur. Que ce soit la même chose, que finalement on n'est pas conditionné par une échelle, mais on a complètement dans son esprit, on est complètement libre par rapport à l'échelle. Et ça me semble hyper important. Et l'autre chose, c'est la fonction de chaque accord qui permet de faire des choses, qui permet, il faut imaginer le combat d'échecs, où finalement notre 6-5 barré, il va permettre de nous faire un coup pour nous amener dans telle autre tonalité, comme le joueur d'échecs qui va construire une stratégie, il va avancer son roi, avancer son pion, etc. Et je trouve ça assez intéressant comme parallèle, parce que finalement on pourrait tenter de simplement apprendre des formules d'impro à répéter telles quelles, c'est-à-dire on a par exemple, on peut imaginer dans l'étude du contrepoint, par exemple, d'apprendre des ritournelles toutes faites ou des trucs comme ça, etc. Mais c'est comme je reprends ce qu'il dit, c'est comme finalement voler les corrections plutôt que d'apprendre à faire des maths, quoi. Je pense pas qu'on puisse faire l'économie d'avoir une profonde connaissance du clavier jusqu'à ce que ça devienne vraiment un feeling. C'est ce que je développais dans le deuxième cours d'impro, là, le petit cours que je faisais sur la gamme d'impro que je proposais à travailler. L'idée, c'était pas d'apprendre une formule toute faite à répéter et ça nous et ça permet d'être efficace. Non, l'idée c'est vraiment en transposant dans tous les tons, de finalement être à l'aise dans toutes les possibilités et finalement la fonction qu'on étudiait dans ces exercices, c'était la fonction des accords de septième qui nous permettent de moduler dans les rapports de tierces, etc. Ça permet de comprendre finalement ce rôle de ces accords de septième, quelles sont ces possibilités qu'on peut construire à partir de ça. Et au lieu d'étudier des ritournelles, des machins, des trucs, des formules toutes faites je propose de faire des exercices comme ça qui nous apprennent les fonctions et le clavier. Il explique aussi une autre chose intéressante et que je vais développer rapidement, c'est que finalement en fait ça aussi ça révèle les présupposés qu'on peut avoir sur l'apprentissage. Il parle de deux choses. Est-ce qu'on recherche l'effort ou la victoire ? Alors il parle des échecs évidemment que dans l'impro, on n'est pas en train de tuer quelqu'un, j'espère pas. Mais est-ce qu'on cherche finalement, on se concentre sur les résultats ou sur les efforts qu'on fait ? Celui qui se concentre à étudier des trucs tout faits, finalement, il se concentre sur le résultat, c'est-à-dire avoir tel rendu, etc. Au lieu de concentrer
sur les efforts. Et c'est concentré sur les efforts qui nous permet de vraiment devenir un maître au fil des années, des années, des années, des années. L'autre chose, c'est quelle croyance on a sur l'apprentissage. Il parle de deux, alors j'ai oublié les termes en anglais, mais moi je traduirais par inné et acquis. Est-ce qu'on pense que finalement le résultat de ce qu'on fait provient d'un talent qui est inné, ou que c'est le fruit de nos efforts? Et il explique que c'est extrêmement nocif de croire que la réussite provient de qualités innées. De dire je réussis ça parce que je suis intelligent, parce que j'ai du talent, parce que voilà, je suis musicien ou je sais pas quoi, quelle autre connerie. Il explique pourquoi. Déjà, ça va nous conduire à, lorsqu'on rencontre vraiment des casse-têtes, c'est-à-dire des grosses difficultés, qu'il faut des challenges à relever, vraiment d'un point de vue casse-tête, c'est-à-dire il y a une complexité. Ça va nous conduire, si on croit qu'on est ceci à cause de qualités innées, on va avoir tendance à abandonner beaucoup plus facilement que si on croit que c'est le fruit de nos efforts. Et ça, c'est hyper important. De pas ramener dans le domaine de l'identité. C'est pas l'identité. Je ne suis pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est le travail qui conduit à faire ça. Alors que celui qui travaille, il est habitué à être dans celui qui étudie des principes fondamentaux, comme il parle là dans ses études entre 7 et 8 ans. Il est concentré sur les efforts, résoudre des casse-têtes en continu. Donc voilà, je sais pas si ça te fait réfléchir, c'est les deux petites idées que je voulais développer aujourd'hui. J'espère que t'as plu, que ça t'aidera aussi à envisager l'étude de l'improvisation. Alors la conclusion que je dirais, c'est la première, c'est de pas ce que j'expliquais dans l'erreur de Pierre Pincemaille, en fait, c'est de pas il faut pas se définir comme doué, mais chercher à progresser au quotidien, quel que soit son niveau. Ça, c'est le premier enseignement que nous donne ce champion de l'échec. C'est-à-dire que si on n'a jamais improvisé, qu'on se sent pas du tout, on n'a pas d'inspiration, d'idées, etc., c'est le travail qui va nous conduire à développer ça. Mais pas n'importe quel travail. C'est ça qui est important. De ne pas apprendre des trucs tout faits, mais chercher par des exercices à apprendre profondément son clavier, ce qui nous conduira à apprendre la fonction de chaque accord. On parle d'harmonie là évidemment, mais aussi c'est ça qui va nous conduire aussi à développer l'oreille. C'est-à-dire que alors certains entendent tout, ils sont assez peu. Pour les autres, il faut répéter, c'est-à-dire que il faut répéter des accords dans tous les sens, etc. Des enchaînements qui vont conduire à finalement développer l'oreille. Ce que disait Pierre Pincemaille, qu'est-ce que c'est l'audition intérieure? Il disait que l'audition intérieure, c'est uniquement la répétition. Pourquoi j'entends tel accord là que j'écris en harmonie sur ma feuille? Parce que je l'ai répété 10 000 fois dans ma carrière. Et c'est pour ça que c'est une connerie de refuser le piano à des gens qui étudient et qui n'entendent pas. C'est justement en jouant au piano qu'ils vont apprendre à entendre. Et l'autre chose, ce qu'il disait Pierre Pincemaille, c'est que l'essentiel, c'est aussi de développer il parlait d'un feeling qui est d'entendre une demi-seconde avant tout ce qu'on va jouer. C'est-à-dire que c'est ça qui nous propulse. Donc c'est ce feeling, cette intuition qu'il faut développer. Alors moi, j'en parle d'abord d'un point de vue digital, mais c'est en faisant le travail de manière digitale que finalement l'oreille apprend aussi en même temps.
Voilà, donc je vais laisser là-dessus. Je sais pas si ça te fait réfléchir, j'ai l'impression de me répéter, que ça tourne un peu en rond, donc je m'arrête là. Si ça te plaît les épisodes comme ça, je t'invite à t'abonner par exemple sur YouTube, etc. Si tu débutes les messes et que t'as du mal et que t'aimerais être aidé pour pouvoir te lancer, je propose 1 heure de coaching gratuit pour aider les jeunes et les moins jeunes à commencer. Il suffit que tu me contactes avec l'email qui est en dessous dans la description. Et voilà. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée. Salut!